woman falling out of love, the sound of a century caught in the dark, barking, barking, a deep-throated howl made under stars, made against death, insisting there are drums underground, cymbals in the clouds, a music that goes on and on because someone, somewhere, is listening. This poem, the second poem is called That Woman. And I should just add here that I think one of the things I thought about investing in culture, obviously as a woman, is that we need to be more inclusive of women and minorities. And obviously that's a big point for me coming from India. So this is That Woman. That woman is here again. She's found her way out from under the stairs. For centuries, she's been weeping a song about lost men, the disappearance of beauty, disgrace. Now she's back in the world, down by the traffic lights, in the shade of trees, hurrying to the parlor to fix the crack in her face. Don't become that woman, my mother said, by which she meant, don't become that woman who doesn't marry or bear children, that woman who spreads her legs, who is beaten, who cannot hold her grief or her drink. Don't become that woman. But that woman and I have been moving together for years like a pair of birds, skimming the surface of water, always close to the soft madness of coming undone, the dark undersides of our bodies, indistinguishable from our reflections. The next poem is my tribute to Zero. It's called Lesson in Zero or Infinity, and it references the man who knew infinity, who I'm referring to Ramanujan, who was a great mathematician who grew up in a town very close to where I was born, nearly 100 years before I was born. So in it, I'm communing with him. The man who knew infinity was born not far from me in December a long time ago. It is December now. The sky cranes her lonely neck towards the Sunday streets. The universe does nothing to steer this loneliness away. Night brings the moon, barbs and wings, 1,000 scatterings. There is a place that poets seek, as real and fearsome as the body. When I find this place, I will lie down in it, and it will be like lying in the stomach of time, the dark, pockmarked endlessness of it. The man who knew infinity will be there too, unraveling the mysteries of zero. He knows what it means to take away, yet keep things whole, to give without diminishing. It is December now. The poets fill rooms with dust, and we still know nothing of love. When I say, come, only the sky leaks in, stays a while, here where forever lives. And I'll read just one more poem, because I know we are struggling for time. This is a poem called The Immigrant's Song. Let us not speak of those days when coffee beans filled the morning with hope, when our mothers' headscarves hung like white flags on washing lines. Let us not speak of the long arms of sky that used to cradle us at dusk, and the baobabs. Let us not trace the shape of their leaves in our dreams or yearn for the noise of those nameless birds that sang and died in the church's eaves. Let us not speak of men stolen from their beds at night. Let us not say the word disappeared. Let us not remember the first smell of rain. It will only make us nostalgic for childhood. Instead,
Let us speak of our lives now, the gates and bridges and stores. And when we break bread with our new brothers, let us not burden them with stories of war or abandonment. Let us not name our old friends who are unraveling like fairy tales in the forests of the dead. Naming them will not bring them back. Let us stay here and wait for the future to arrive, for grandchildren to speak in forked tongues about the country we once came from. Tell us about it, they might ask, and you might consider telling them of the sky and the coffee beans, the small white houses and dusty streets. You might set your memory afloat like a paper boat down a river. You might pray that the paper whispers your stories to the water, that the water sings it to the trees, that the trees howl and howl it to the leaves. If you keep still and do not speak, you might hear your whole life fill the world until the wind is the only word. Thank you very much. Merci, merci infiniment Tishani. Voilà, écoutez, et merci à notre excellent dessinateur, parce que je dois vous dire que la transition après ces merveilleux poèmes n'était pas nécessairement facile, et je crois que notre ami m'aide moi-même à sortir d'une situation où l'émotion que nous avons partagée avec vous rendait cette transition très, très difficile. Et je veux dire que vous entendre en particulier sur le zéro, finalement, qui donne à penser à beaucoup de nos références culturelles, mais aussi économiques, et sur l'amour. Et le zéro dans votre poème me faisait penser un petit peu, le zéro aussi, à Bret Easton Ellis, qui est peut-être celui qui pousse aussi, moins que zéro, l'analyse de nos sociétés occidentales à travers leurs exagérations, et peut-être aussi leur absence d'amour. Christine Albanel, on vous connaît comme ministre, on vous connaît aussi en tant que présidente de l'établissement public et du musée et du domaine national de Versailles, et aujourd'hui, évidemment, vous êtes la directrice exécutive chargée de la communication, du mécénat et de la stratégie dans les contenus d'une grande entreprise, France Télécom, et vous l'aidez à développer des actions novatrices dans la culture. Vous avez beaucoup travaillé sur le mécénat dans les lieux de mémoire, notamment à travers votre action à Versailles. Que vous inspire cette première partie de notre discussion, et comment pensez-vous concilier finalement nos lieux de mémoire avec notre actualité? Christine Albanel. Merci Jean-Bernard. Juste d'abord un tout petit mot pour dire que effectivement j'ai lancé en 2008 le Forum d'Avignon, qui était un projet de Renaud Donier de Vabre, de Nicolas Sédou, d'Axel Gans et d'autres. C'était en pleine présidence française. Aujourd'hui, le président de la République vient tout à l'heure faire un discours culturel important. Il y a en ce moment même un sommet de ministres autour de Frédéric Mitterrand. Il y a beaucoup de monde, une ambiance très chaleureuse, et je voudrais dire que je me réjouis de voir que ce forum tient ses promesses et devient un endroit où ça se passe et où les choses importantes sans doute vont se dire. Vous m'interrogez sur le mécénat et sur Versailles. Je voudrais dire que Versailles, c'est un rêve de mécénat, d'abord. Je crois que c'est un lieu très intéressant
parce que c'est un peu un laboratoire, au fond, de toutes les manières d'investir la culture, Versailles. Et très emblématique à cet égard, c'est un haut lieu de l'investissement de l'État. C'est tout le projet du Grand Versailles qui se déploie, qui a commencé maintenant en 2003 et qui se déploie sur 20 ans. Et puis c'est un haut lieu, évidemment, de l'investissement privé, un peu sous toutes ses formes, du mécénat, toutes les formes de partenariat et de sponsorship. Et donc, on voit très très bien cette rencontre féconde entre le public et le privé, et on voit très bien tout ce que peuvent donner justement des volontés, des énergies qui s'additionnent. Il y a aussi bien les mécénats personnels, ça c'est la grande tradition de Versailles, depuis Rockefeller, je sais pas, les American Friends par exemple sur le bosquet des Trois Fontaines. Il y a des mécénats de petites entreprises. Moi j'avais lancé toute une opération d'adoption des statuts, qui avait donné, on avait permis de récolter dans les 500 000 euros avec des particuliers, mais des commerçants et des toutes petites entreprises des Yvelines, enfin vraiment des environs. Et puis il y a des très grands mécénats qui sont aussi, qui ne sont pas des purs mécénats, qui sont aussi quand même des grands partenariats. Un des plus célèbres, ça a été Vinci, qui permettent d'ailleurs de changer. On voit bien d'ailleurs tous les retours qu'il y a pour les entreprises. C'est-à-dire soit vous vous inscrivez au fond dans la continuité de votre ADN d'une certaine façon. Quand L'Oréal, par exemple, refait la salle de bain de Louis XV, il est toujours dans l'univers du luxe et il exprime cela. Soit au contraire, vous essayez, vous modifiez vraiment votre image. Vous êtes une grande entreprise du BTP. Vous décidez d'investir massivement dans la Galerie des Glaces et tous ceux qui vous connaissez comme BTP ou comme fabricant de parking, par exemple, eh bien, vous voient vraiment tout autrement. Donc, et c'est vraiment extrêmement, je crois, extrêmement puissant. Et d'ailleurs, actuellement, je suis à France Télécom Orange et nous avons tout un projet technologique pour autour de la réalité augmentée via les mobiles, autour de la téléconférence, pour montrer comment il peut y avoir rencontre entre la culture, les nouvelles technologies finalement et l'économie. Et ça veut dire que c'est une vitrine vraiment exceptionnelle. Donc voilà, je crois que c'est une grande chance pour Versailles d'être ce lieu de confluence. Alors vous avez évoqué effectivement un moment dont on avait pas mal parlé, qui était l'exposition des robes de mariée de Christian Lacroix. Alors ça, c'était autre chose. Je dirais que c'est un peu un autre sujet. C'est la place de l'art contemporain dans les lieux de mémoire. Est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce qu'elle est toujours féconde? Je pense en tout cas qu'elle est très intéressante d'abord, parce que c'est vrai que c'est une façon de renouveler les publics, d'attirer les nouveaux publics. Et ça, c'est un point important. Par exemple, des lieux que tout le monde connaît, parce que Versailles, mais beaucoup d'autres, parce que vous habitez à proximité, parce que vous les avez vus dans votre enfance, vous avez évidemment de nouvelles raisons d'y revenir avec des événements de ce type. Jean-Jacques Ayagon, on l'a fait sur une très grande échelle avec Jeff Koons, Murakami notamment, ou Bernard Venet, bien sûr. Personnellement, j'avais lancé, c'était en 2004, une opération qui s'appelait Versailles Off, dans le cadre des Nuits Blanches parisiennes, mais c'était assez court, c'est-à-dire c'était pendant 2 jours, où des artistes contemporains étaient invités à venir s'exprimer et à créer des œuvres spécifiques, mais dans des endroits que les gens ne voyaient pas d'habitude. C'est-à-dire la petite écurie, la grande écurie, les bosquets, l'orangerie. Et on a vu, par exemple, Daniel Buren, 2 ans de suite, notamment sur le tapis vert devant Versailles, mais également l'orangerie. On a vu Jean-Michel Alberola, on a vu Valère Varini, Nathalie Crasset, qui avait habillé le Grand Commun, enfin des choses qui étaient très très intéressantes. Mais c'est vrai que je n'avais pas souhaité perturber la visite, je dirais, de l'ensemble des touristes qui venaient une fois dans leur vie à Versailles et qui donc ne venaient pas nécessairement pour voir une exposition d'art contemporain. Ça avait été mon choix. Mais j'ai trouvé de toute façon intéressante, c'est vrai, Jeff Koons, surtout dans certaines de ses œuvres. Je pense à l'animal évidemment fleuri devant l'orangerie. Je ne crois pas systématiquement à la pertinence
de ce dialogue des cultures généralisé qui marcherait partout et tout le temps entre des œuvres anciennes et des œuvres très contemporaines. Je pense que c'est parfois une facilité. Voilà. Et donc d'être sélectif. Un autre sujet sur lequel vous avez développé des réflexions intéressantes, c'est la relation entre les richesses des musées et le patrimoine finalement des autres cultures. Certains musées bénéficient de richesses qui leur ont été léguées par l'histoire, et puis certaines cultures formulent des demandes de restitution. La loi française prévoit la propriété inaliénable des collections publiques, contrairement à d'autres pays, bien entendu. Quelle est votre analyse de ces requêtes en matière de compensation pour des pays qui s'estiment privés de leur patrimoine? La loi française est-elle toujours adaptée? Que pensez-vous de ce sujet, Christine Albanel? C'est un sujet très sensible, parce qu'évidemment, nous sommes au cœur de l'identité des cultures et donc de l'identité des peuples. Et toute l'affaire des frises du Parthénon par rapport au British Museum en est une illustration directe. Et je dirais que... La France a restitué une tête maori à la Nouvelle-Zélande il n'y a pas si longtemps. Alors ça, c'est une autre question. Ce qui est sûr, c'est que finalement, dans cette Europe pompée, aujourd'hui, qui est l'Union européenne, tout devient plus compliqué. C'est-à-dire quand vous avez un partenaire, membre de l'Union, qui demande évidemment à retrouver une part essentielle de son patrimoine, c'est plus difficile que dans des temps plus anciens où les relations internationales, le jeu des blocs, enfin on était dans d'autres logiques où finalement le sujet de la restitution évidemment culturelle se posait moins. Moi je pense que la règle selon laquelle les œuvres ne peuvent pas, sont vraiment excellents ces dessins, selon laquelle les œuvres ne peuvent pas être aliénées, me paraît essentiel, parce qu'on se demande toujours sur quels critères, finalement, l'on ferait ressortir de nos collections des œuvres qui y sont entrées. Quelquefois, des œuvres paraissent totalement inintéressantes et reprennent ensuite une valeur inattendue. Moi, je pense aux pompiers, par exemple, aux peintres pompiers du 19e. On s'aperçoit bien qu'au fond, ils étaient mal considérés, et puis les choses ont bien évolué. Je pense d'ailleurs dans le domaine du design, je ne sais pas, aux 60s, par exemple, aujourd'hui, il y a des effets comme ça de retournement. Il serait très très difficile de décréter que telle œuvre n'est pas vraiment intéressante. Il y a des sujets particuliers sur les restes humains, par exemple les têtes maoris, ça s'était posé sur la Vénus hottentote également. Ça, c'est un cas très particulier. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans l'œuvre d'art? Il peut y avoir d'autres sujets, si par exemple vous avez des doublons dans des collections. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une commission, et d'ailleurs je l'avais souhaité. Elle a mis beaucoup de temps à se mettre en place, parce que ça se heurte à de très très profondes résistances, naturellement, puisque le monde des musées se dit qu'il ne sait pas où on ira si on commence à ouvrir les portes de la restitution. On parle des têtes maoris, mais quid des momies des antiquités égyptiennes, par exemple. Donc, c'est un sujet complexe. Je pense qu'il faut qu'il y ait il faut tenir compte quand même, c'était le cas pour les manuscrits coréens, je dirais, de la place de ces œuvres au cœur des patrimoines nationaux considérés. Et puis, il faut qu'il y ait une commission quand même un petit peu indépendante et scientifique pour juger de l'opportunité, en effet, de cette restitution. Il faut garder la porte ouverte, mais en même temps respecter un principe. Arjun, voulez-vous nous donner votre commentaire sur cette question des restitutions qui peut quelquefois opposer différentes I agree completely with Christine that this is a sensitive topic. It's also changing its nature, and it's also very varied depending on what the item is, whether it's patrimoine or is it actually art proper. Difficult for anthropology, difficult for all of us. Nevertheless, it has to be tackled, and my approach in this regard is something that I've also tried to help over the years in the background of certain reports and studies from UNESCO, which is very concerned about these issues. And I pushed very hard for them to, in this area, let's call it of heritage and the politics of heritage, to also open up the idea of héritage sans frontières or heritage without borders.
So my feeling is this should be a reciprocal question, not only about the Elgin marbles and one kind of direction, but about our collective access to the past of each other. And so if we have a different approach to heritage, which is open, then also I think the discussion that Tishana began about the tyranny of tradition changes, because if I have access to your tradition, then I'm no longer only the prisoner of my tradition. And I think the patrimoine, heritage, repatriation question should be seen that way, rather than be seen simply as a kind of problem of guilt, reconciliation, restitution. That is always difficult, and solutions are always arbitrary. So you negotiate something. But I think some bigger framework may be good, but I don't know what Christine thinks about that. Pour aller dans le sens d'Arjun, je crois qu'en effet, l'idée de préserver l'accès vraiment me paraît très important. Et une des réponses, c'est celle du prêt de l'œuvre au pays qui est demandeur. Donc il n'y a pas restitution, on ne rend pas l'œuvre, mais on la dépose pour un temps évidemment limité. Ça inquiète toujours la communauté scientifique qui est en charge évidemment de l'œuvre. Mais c'est une façon tout de même de répondre à la question. Christine, vous me facilitez à nouveau ma transition. Vous parliez d'accès. Un des sujets sur lesquels vous avez beaucoup investi, c'est celui de l'accès aux livres, et notamment le livre à l'ère du numérique. Il est évident que le numérique facilite l'accès de chacun d'entre nous à d'immenses fonds d'archives et de bibliothèques de toute nature. Vous avez, à la demande de Frédéric Mitterrand, travaillé sur le passage de l'économie du secteur du livre à l'ère du numérique. C'est évidemment un sujet complexe. France Télécom Orange y est particulièrement attaché, à lancer un projet que vous pilotez. Nous avons parlé de l'association très positive également de Vivendi et de SFR à ce projet. C'est peut-être le moment d'en dire quelques mots. Oui, le livre numérique est en effet un peu dans tous les esprits. On a d'ailleurs toujours le sentiment qu'il va déferler très vite. Nous avons ce sentiment d'ailleurs depuis plusieurs années en France. En réalité, c'est vrai, la lecture du livre numérique augmente, mais enfin, c'est encore sans proportion par rapport notamment aux États-Unis. Mais enfin, il faut en même temps s'y préparer. Et c'est vrai que notamment France Télécom, en effet Orange, on réfléchit, on travaille avec un modèle ouvert finalement, assez complexe d'ailleurs à définir, mais un modèle ouvert avec un peu tout le monde. Il y a d'autres opérateurs, notamment SFR d'ailleurs, mais il y a aussi au fond tous les acteurs de la chaîne du livre. L'idée est que chacun finalement participe, mais joue pleinement son rôle dans ce modèle, c'est-à-dire les éditeurs et les auteurs comme fournisseurs de contenu, les agrégateurs pour formater les fichiers, les prescripteurs, c'est-à-dire les libraires, comme justement prescripteurs et vendeurs, et aussi les opérateurs, peut-être comme gestionnaires d'une sorte de bibliothèque de données, ce qu'on pourrait appeler des lockers, jouant un rôle un peu de tiers de confiance, garant du fait que vous pourrez toujours accéder à vos livres numériques, même si vous changez de terminal, bien sûr, mais aussi même si vous changez d'opérateur. Donc, de façon à ce que ça vous accompagne pendant de longues années. C'est donc un modèle complètement ouvert par rapport à d'autres modèles fermés, comme Apple ou Amazon, hein, clairement. Et ça peut s'inscrire, je crois, si nous y parvenons, au fond comme illustration d'un modèle culturel un peu français, un peu occidental et européen, qui est basé justement sur l'ouverture et sur le respect des différents métiers. L'idée, c'est que vous puissiez aller chez votre libraire. Toutes les enquêtes montrent que les grands lecteurs, en fait, de livres numériques sont aussi des grands lecteurs physiques, hein,
et que en fait, vous les recrutez chez les mêmes personnes. Vous puissiez aller donc chez votre libraire. Il y a toujours beaucoup de monde chez nos libraires, et grâce d'ailleurs à la loi du prix unique et à la récente d'ailleurs loi un peu aménagée, on a gardé ce réseau extrêmement dense. Vous puissiez acheter un livre physique, mais qu'on vous propose aussi la version numérique, et qu'on puisse vous dire ah ben tiens, cet auteur maintenant il n'est pas publié, il a eu d'autres ouvrages qui ne sont pas disponibles, mais ils sont disponibles en numérique. Vous pouvez les avoir, et qu'ensuite tout ceci soit stocké effectivement dans le cloud, hein, dans votre bibliothèque de données. Et actuellement, nous sommes d'ailleurs candidats au grand emprunt pour faire un prototype un peu de ce modèle.